Alors, Madame la députée de Lavignelle. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous deux pour votre présentation et le dépôt du mémoire. Vous avez, en lien avec la recommandation 1, vous nous avez dit qu'il y a 1500 optométristes au Québec. Donc, c'est 5 fois plus que le nombre d'ophtalmologistes. Parce que je pense que vous avez dit qu'il y a 300 ophtalmos. Et vous avez aussi dit qu'il y avait 80 des références en deuxième ligne aux ophtalmos qui sont faites par les optométristes. Puis, certaines, c'est correct parce que ça dépasse les compétences, ça va dans le champ des ophtalmos, mais les autres, c'est à cause des limites réglementaires désuètes, d'où votre recommandation 1. Est-ce que sur les 80 de ces références en deuxième ligne, vous avez dit que c'est à peu près 22 000 références par année, il y en a... Par année, je n'ai pas le chiffre. Présentement, la liste d'attente est à 22 000. La liste d'attente, d'accord. La liste d'attente est de 22 000. Et sur cette liste d'attente, est-ce que vous savez à peu près quel pourcentage est en raison des lignes, des limites réglementaires? C'est des données qu'on n'est pas capable d'avoir. Le 22 000 avec le 73 hors délai, c'est disponible sur le site de Santé Québec là, dans les tableaux de bord. Alors ça, on le sait. Alors, c'est sûr que de faire la comparaison de 15 500 optométristes, 300 ophtalmologistes, on ne fait pas la même chose. Les ophtalmologistes, c'est la deuxième, la troisième ligne. Puis eux, pourquoi on a 80 des références? C'est parce qu'ils aiment avoir les références des optométristes. Ça vient avec un diagnostic, avec quelque chose de dire, bon, voici ce cas-là doit être la deuxième ligne. Ils savent déjà quoi faire. On le réfère aux bons professionnels aussi. Les ophtalmologistes généralistes, ça existe de moins en moins. Chacun a une surspécialité. Si on a un problème de cornée, on envoie un cornéologue. Si on envoie un problème de rétine, un rétinologue. Alors ça, comme tel, ça fonctionne très, très bien. Le problème, c'est qu'il y a certaines régions qui manquent de professionnels d'ophtalmologistes et d'optométristes, mais d'ophtalmologistes. Puis les ophtalmologistes veulent que les optométristes prennent beaucoup plus leur place là-dedans pour un peu aider le système. Puis présentement, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire. Un optométriste qui reçoit un patient, qui sait qu'il va être limité dans son action, qui pourra pas prescrire les bonnes choses, bien souvent réfère directement. Alors, on brise la ligne de soins qui devrait habituellement exister parce qu'on a ces limitations-là. Alors, ça ne sera pas magique. Les besoins sont immenses, mais tout ce qu'on peut faire pour alléger la deuxième ligne, puis traiter directement les patients, leur éviter des délais, leur éviter des trajets, puis des congés, bien, si on peut le faire, on veut le faire. Et j'imagine que dans les personnes que vous devez référer, parce que vous ne pouvez pas prescrire tel médicament pour telle condition, il y en a qui sont vraiment urgentes, parce que les yeux, c'est quand même important. On veut pas perdre la vue. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait 22 000 personnes sur la liste d'attente pour voir un ophtalmo, est-ce que ça peut être dangereux pour certaines personnes? C'est une bonne question. Généralement, quand c'est des urgences, ça se passe au téléphone que l'optométriste rejoint l'ophtalmologiste. C'est juste en cas qu'il n'est pas capable que ça aboutit aux urgences. Mais encore là, l'optométrie fait de la première ligne. Alors, quand c'est une urgence, c'est dirigé vers la deuxième ligne, que ce soit en centre hospitalier ou aux ophtalmologistes. Ça fonctionne bien. Le problème est vraiment une question les optométristes sont formés pour faire beaucoup plus que ce qu'ils font en réalité. Puis, quand on parle des règles tatillonnes, c'est que des fois, on pourrait donner des exemples, mais on peut faire des choses, mais c'est un peu comme notre coffre à outils, quand on sort de l'université, bien, on leur dit d'emblée, les lois, les réglementations qui changent pas assez vite, bien, il y a des choses que vous pourrez pas faire, puis il y a des choses que dans votre coffre à outils, vous allez avoir droit d'utiliser à la pleine lune des années bissextiles, sinon il faut l'envoyer à quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, on n'est pas capable de le rejoindre. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que le coffre à outils qui nous a été donné par notre formation puis notre compétence, bien, qu'on soit capable de l'utiliser au complet. Puis c'est un peu la même chose parce qu'ils sont là, les sages-femmes et les podiatres, c'est qu'il n'y a pas un optométriste un matin qui se lève et qui dit « Qu'est-ce que je pourrais faire qui sort de mon champ de compétences pour me mettre en problème? » C'est pas ça qui arrive, là. Les optométristes, comme les autres professionnels, bien, s'ils jugent que leur compétence, leur expérience, leur formation fait qu'ils sont pas capables de bien traiter ce patient-là, bien, ils vont les référer, ces patients-là. Il faut faire confiance aux professionnels. Quand j'entendais l'allaitement, bien,
6 semaines. Ça en est une règle tatillonne. Un enfant n'arrête pas de boire du lait à 6 semaines. Si le problème vient après 8 semaines, bien, il faut trouver quelqu'un qui va prendre en charge cette personne-là. Bien, c'est exactement le même exemple de règle tatillonne qui ne devrait pas exister. Si on fait confiance à ces professionnels-là, qui ont un ordre professionnel, l'ordre professionnel, nous autres, les optométristes, on ne veut pas ça pour augmenter notre champ de pratique. On veut ça pour les patients. Nous, au quotidien, c'est les pairs par les pairs. Je suis un optométriste, je travaille en bureau, je les vois, les problèmes qui sont associés à ça. C'est pas de la coquetterie de demander ça, c'est pour donner les services qu'on est capable de donner puis d'enlever ces règles tatillonnes-là. Après ça, c'est pas un bar ouvert. Quand on parle d'enlever ces règles-là, c'est que ça ne donne pas le droit de tout faire. On est en première ligne, il y a des lignes directrices, il y a de la déontologie aussi. Il faut faire confiance aux professionnels. Nous, ce qu'on visait avec ça, on appelle ça le modèle IPS ou le modèle dentiste. Un dentiste a le droit de tout prescrire. Il peut prescrire de la crème pour les pieds. Est-ce qu'il le fait? Non. C'est ce que ça n'a pas rapport avec le bucco-dentaire. Alors, on leur fait confiance de dire, vous allez prescrire les molécules, vous allez faire les soins qui sont en ligne avec votre champ de pratique. C'est ce qu'on demande. Très bonne plaidoirie pour l'ensemble des autres professionnels. Merci. Alors, mais ce que je comprends, puis vous avez dit tout à l'heure que c'est cette recommandation-là qui aurait le plus d'impact, c'est que parmi je reviens à la liste d'attente des 22 000 personnes, il y en a qui pourraient ne plus être sur cette liste d'attente-là parce que vous pourrez prescrire et puis... Il n'aurait pas été sur cette liste d'attente-là. Puis la prochaine étape, quand je parlais des CRDS, il y a eu un projet pilote qui a été lancé là-dessus. Puis qui n'est pas abouti encore, mais la première étape, c'était qu'il y avait des optométristes qui prenaient la liste d'attente et qui disaient, OK, tel patient, est-ce que ça aurait dû se rendre en ophtalmologie ou ça aurait pu être traité par un optométriste? Puis la liste d'attente a fondu du 3/4 que c'est des choses qui auraient pu être réglées en dehors. C'est un cas d'espèce. Je ne veux pas qu'on étende ça partout dans la province avec les chiffres des 22 000, mais ça montre qu'il y a des références qui sont faites ou par les optométristes parce qu'il y avait des restrictions ou par d'autres professionnels, les médecins ou autres, qui peuvent référer en deuxième ligne, que ces gens-là auraient été mieux servis. Le système aurait été mieux servi si ça avait passé par les optométristes pour qu'ils soient traités à ce niveau-là s'ils pouvaient, puis après ça, qu'ils soient référés pour de vrai en deuxième ligne. Effectivement. Et ça donne aussi plus le temps, je dirais, aux ophtalmologistes en deuxième ligne de traiter les conditions ou de faire des chirurgies. Par exemple, je pense aux chirurgies de cataracte, où il y a quand même une attente assez longue. C'est peut-être pas généralisé partout, mais sur la rive-sud de Montréal, je peux vous dire qu'il y a une attente assez longue. À ce moment-là, si les ophtalmologistes n'ont pas à recevoir des patients que les optométristes auraient pu traiter, mais ils peuvent avoir plus de plages horaires. Ce sont des vases communicants. Et ça ne coûte pas plus cher au système parce que... en fait, moins parce que les patients qui vont voir les optométristes qui n'auront pas besoin d'aller voir un urgentologue ou un ophtalmologiste, bien, c'est du temps et de l'argent aussi qui est économisé. Merci. Je voudrais aussi voir sur la recommandation 3. Si je comprends bien, c'est que vous proposez qu'il y ait une disposition qui soit ajoutée au Code des professions pour reconnaître formellement la possibilité pour les ordres de faire des guides de pratique ou bien préciser des règles applicables. Donc, plutôt que... En fait, c'est que cette disposition-là, évidemment, n'est pas au Code des professions, mais ça permettrait aux 46 ordres de le faire sans avoir c'est-à-dire d'avoir plus d'impact, que ce soit plus convaincant pour leurs membres si le Code des professions leur permet de le faire. Exactement. C'est que encore une fois, ça se fait déjà. Hein. Les ordres n'ont pas attendu ça. C'est des instruments qui existent déjà. Là, encore, si vous allez voir sur les sites web des ordres, là, il y a tout plein d'exemples. Le fait de le prévoir dans le Code des professions, comme c'est le cas dans d'autres lois pour l'Autorité des marchés financiers, si je me rappelle bien, pour le commissaire au lobbyisme et d'autres, et même pour le Collège des médecins en matière de procréation assistée, le fait donc de le mettre dans le Code des professions, c'est que ça viendrait enlever une certaine hésitation qu'on voit parfois quand il y a des professionnels qui veulent remettre ça en question en défense, en discipline, par exemple. Donc, de dire que c'est un instrument qui est légitime pour les ordres. Évidemment, si les ordres, dans ces instruments-là, s'écartent
du cadre prévu par la loi et par la réglementation, bien, ces instruments-là n'auront pas la validité qu'ils pourraient avoir autrement. Donc, ce n'est pas non plus là, d'essayer de déjouer tout le processus réglementaire ou législatif pour créer du droit autrement. C'est vraiment juste pour avoir des instruments qui seraient mieux reconnus pour venir préciser donc la portée de dispositions réglementaires ou législatives. Vous parliez tout à l'heure d'hésitation. C'est de l'hésitation de la part des ordres eux-mêmes ou de certains ordres à Bien, ce que moi, personnellement, j'ai peut-être pu voir là, au gré comme des lectures jurisprudentielles, c'est que des fois, en défense, on va opposer à l'ordre professionnel que tel guide d'exercice ou telle ligne directrice n'a pas de valeur parce que c'est prévu nulle part et que ce qui est dit là-dedans, bien, ça vaut pas beaucoup plus que ce que telle autre personne peut prétendre par ailleurs sur la portée de telle ou telle loi ou tel règlement. Donc, c'est là que si on était capable d'avoir une disposition dans le code et de dire, bien, écoutez, ces instruments-là, ça fait partie des moyens par lesquels un ordre peut contrôler l'exercice de la profession. Le contrôle de l'exercice, ça, c'est prévu à l'article 23 du Code des professions. Ça vient avec un paquet d'outils là, dans le Code des professions, mais celui des lignes directrices ou des guides d'exercice, il n'est pas prévu de façon spécifique. Alors, encore une fois, c'est pas révolutionnaire. Là. Je ne prétends pas que ça va régler la fin dans le monde, là, mais ça vient quand même donner ou mieux soutenir le recours à ces instruments-là. Ça permet aussi de l'agilité. Je vais embarquer dans un domaine qui n'est pas le mien, le droit, mais prenons les élections au conseil d'administration. 46 ordres, de 46 règlements. C'est pas de la science quantique, cette histoire-là. S'il y avait un règlement qui met la table avec des lignes directrices, bien, ça nous permet de changer des choses à l'interne selon notre spécificité qui respecte les règles principales, mais qui nous permet d'être plus agiles. Même chose, on l'a vécu, nous, avec la formation continue. On oblige la formation continue à nos membres, mais quand on est obligé de tout mettre dans le règlement, bien, un règlement, ça ne vit pas toujours très longtemps, très bien. Alors, quand on permet d'avoir des lignes directrices, il y a une nouvelle manière de faire de la formation continue qu'on peut inclure, bien, on n'a pas besoin de partir puis changer le règlement, qui est souvent un chemin de croix, comme je disais, qui peut prendre 3, 4, 5 ans. Alors, des règlements, tous les ordres en ont beaucoup. Juste de tenir à jour les règlements, puis faire de la conformité associée à ça, bien, quand on parle de bonne gouvernance, on aime ça faire de l'ajout de valeur. On va faire de l'ajout de valeur, pas seulement de la conformité. Ça nous permet d'être plus agile. Fait que les lignes directrices, s'ils étaient reconnus dans le cas des professions, puis qu'on pouvait commencer à travailler avec ça, ça serait bénéfique pour tout le système. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Alors,